Un père milliardaire surprend la nouvelle gouvernante en train d'enseigner 5 langues à sa fille autiste, et ce qui se produisit ensuite est tout simplement incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'horloge murale indiquait 7h15 du matin lorsque Holden Mercer ferma la porte d'entrée. Le bruit du loquet résonna dans le couloir vide, mais il était déjà trop loin pour l'entendre. Son esprit était déjà ailleurs, tourné vers la première réunion de la journée, vers les rapports qu'il devait examiner, vers tout ce qui pouvait occuper ses pensées. À l'intérieur, au 2e étage, Tessa était éveillée. Elle se réveillait toujours tôt. À 5 ans, elle avait une routine qu'elle suivait comme si c'était la loi. Se réveiller à 7 heures, s'asseoir par terre dans sa chambre, prendre la poupée aux cheveux bruns qui dormait à côté d'elle. Le nom de la poupée était Sarah, du moins c'était le nom que Holden lui avait donné. Tessa ne l'avait jamais confirmé ni nié. Elle se contentait de prendre Sarah et de commencer sa journée silencieuse. La chambre de Tessa était un univers en soi. Des poupées de toutes sortes occupaient les étagères, des blondes, des brunes, des rousses, certaines en robes élégantes, d'autres en vêtements simples. Il y avait des poupées de porcelaine qui brillaient à la lumière de la fenêtre et des poupées de chiffon usées par le temps. Elles avaient tout un point commun. Elles étaient parfaitement organisées, chacune à sa place exacte. Tessa les connaissait toutes. Elle savait où elles se trouvaient, comment elles étaient habillées, quelle expression elles avaient sur leur visage. Si quelqu'un déplaçait une poupée, et c'était déjà arrivé, elle le remarquait instantanément. Elle ne criait pas, ne pleurait pas. Elle se tenait simplement à la porte de la chambre, observant, jusqu'à ce que tout soit revenu à la normale. La maison des Mercer était le genre d'endroit que l'on voit dans les magazines, une façade impeccable, un jardin bien entretenu, des fenêtres toujours propres. Les voisins commentaient la manière dont Holden gardait tout parfait, même en tant que veuf. Il devait avoir une excellente femme de ménage, disait-il. Il ne savait pas que c'était lui qui nettoyait, passait l'aspirateur, organisait. Le travail physique le calmait, donnait un but à ses mains agitées. À l'intérieur, cependant, la maison respirait différemment. Il y régnait un silence pesant, comme si l'air était plus dense. Les couloirs résonnaient de pas solitaires, la salle à manger avec sa table pour 6 n'accueillait que 2 assiettes, et même alors, rarement en même temps. Holden essayait, il essayait vraiment. Chaque matin avant de partir, il frappait légèrement à la porte de la chambre de Tessa. « Bonjour, ma chérie. Papa part travailler maintenant. » Silence. « Tu vas bien ? Madame Morrison viendra te voir plus tard. » Plus de silence. Il attendait quelques secondes, comme si le temps pouvait changer quoi que ce soit. Puis il soupirait et descendait les escaliers. Madame Morrison était la voisine âgée qui s'occupait de Tessa pendant la journée, une femme gentille mais qui ne comprenait pas grand-chose aux enfants différents. Elle apportait des biscuits, allumait la télévision, essayait de parler. Tessa acceptait sa présence parce qu'elle y était habituée, mais elle n'interagissait pas. Elle restait dans sa chambre avec ses poupées, dans son monde privé. Holden avait essayé l'école, 3 écoles différentes en fait. La première avait dit que Tessa nécessitait des soins spéciaux qu'il ne pouvait pas fournir. La deuxième avait essayé pendant quelques semaines, mais appelait presque tous les jours. Elle ne participe pas aux activités, elle ne répond pas quand on l'appelle, les autres parents s'inquiètent. La troisième n'avait même pas accepté son inscription. Il avait cessé d'essayer. Au travail, Holden était un autre homme. Il dirigeait des réunions, prenait des décisions difficiles, résolvait des problèmes complexes. Ses collègues le respectaient, ses clients lui faisaient confiance. Il était le genre de personne qui faisait bouger les choses. Mais quand il rentrait à la maison, il se sentait perdu. Comment parler à une fille qui ne répond pas ? Comment montrer de l'amour à quelqu'un qui se dérobe quand on essaie de la serrer dans ses bras ? Comment être un père pour un enfant qui semble vivre sur une autre planète ? Ces questions le hantaient sur le chemin du retour chaque après-midi. Dans les embouteillages, il répétait des conversations qui n'avaient jamais lieu. Il imaginait Tessa courant l'accueillir à la porte, lui racontant sa journée, lui demandant de lui lire une histoire. Mais en arrivant, il ne trouvait que le silence familier. Tessa avait ses propres façons de communiquer, il le savait. Quand elle était heureuse, elle alignait les poupées en rangée parfaite. Quand quelque chose la dérangeait, elle les tournait toutes face au mur. Quand elle avait faim, elle descendait à la cuisine et se tenait devant le réfrigérateur. Holden avait appris à déchiffrer ces signaux, mais il se sentait toujours comme un étranger essayant de comprendre une langue complexe. Les poupées étaient son obsession et son refuge. Elle peignait leurs cheveux avec soin, ajustait leurs robes, leur murmurait des choses que seules elles pouvaient entendre.
Parfois, Holden l'observait par l'entrebâillement de la porte, la voyant interagir avec ses amies silencieuses d'une manière qu'elle n'avait jamais eue avec lui. Il y avait des nuits où il restait éveillé, écoutant les bruits de la maison, le tic-tac de l'horloge, le bourdonnement du réfrigérateur, le bruit lointain des voitures dans la rue. Et de l'étage, très doucement, la voix de Tessa parlant à ses poupées. Des mots décousus, des phrases incomplètes, des conversations qui n'avaient de sens que dans son monde privé. Il avait déjà perdu sa femme à cause d'une maladie cruelle, survenue bien trop vite. Après cela, il avait commencé à vivre en pilote automatique. Travail, maison, travail, maison. Une routine mécanique qui le protégeait de la douleur, mais qui l'éloignait aussi de tout, y compris de Tessa. Sans s'en rendre compte, il avait construit un mur invisible entre eux, pensant les protéger tous les deux. La maison silencieuse abritait deux cœurs solitaires. Un homme qui ne savait pas comment aimer un enfant différent, une fille qui ne savait pas comment montrer qu'elle voulait être aimée. Et quelque part, entre les poupées parfaitement alignées et les couloirs vides, un pont attendait d'être construit. Holden ne le savait pas encore, mais ce pont était sur le point d'arriver. Lorsque le taxi s'arrêta devant la maison des Mercé, Helena Marlowe prit une profonde inspiration avant de saisir sa valise. La maison était magnifique, plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Son jardin bien entretenu, des rideaux clairs aux fenêtres, tout était très organisé. On aurait dit une image sortie d'un catalogue. « Bonne chance, mademoiselle », dit le chauffeur en recevant le paiement. Helena sourit et se dirigea vers la porte. Elle avait répondu à l'annonce d'emploi seulement 3 jours auparavant, recherche gouvernante pour soins domestiques et supervision d'enfants. L'entretien téléphonique avait été bref. Holden Mercé semblait être un homme pratique, direct, qui ne perdait pas de temps à tourner autour du pot. Elle sonna et attendit. Le soleil du matin était fort, la faisant plisser un peu les yeux. À 27 ans, Helena dégageait un calme qui ne correspondait pas à son âge. Ses yeux bruns avaient une profondeur tranquille, comme quelqu'un qui en avait assez vu pour ne pas être facilement décontenancé. La porte s'ouvrit et Holden apparut, vêtu d'un costume sombre et d'une cravate parfaitement nouée. « Helena Marlowe ?»« Oui, monsieur Mercé. »« Veuillez entrer. » L'intérieur de la maison était encore plus impressionnant. Des meubles élégants, des tableaux au mur, tout était propre et en ordre. Helena remarqua cependant qu'il manquait quelque chose. Peut-être des couleurs plus vives ou ce désordre naturel d'une maison où les gens vivent vraiment. C'était comme une maison témoin, trop belle pour être réelle. « Je vais vous faire visiter la maison et vous expliquer vos tâches », dit Holden en la guidant à travers le salon. « Comme je l'ai mentionné au téléphone, en plus du nettoyage et de l'organisation, j'aurai besoin que vous gardiez un œil sur ma fille, Tessa. » « Quel âge a-t-elle » ? 5 ans. Holden marqua une pause, son regard se perdant un instant. Tessa est autiste. Elle vit dans son propre monde la plupart du temps. Helena se contenta de hocher la tête. Elle ne montra aucune surprise, ni cette curiosité gênante qui apparaissait habituellement lorsque le sujet était abordé. Elle parle très peu, presque pas du tout, en fait, continua-t-il. Elle ne va pas à l'école et passe la plupart de son temps dans sa chambre. Madame Morrison, notre voisine, s'occupait d'elle pendant que je travaillais, mais elle devient trop âgée pour ça. Holden lui montra la cuisine, la buanderie, la salle à manger. Il expliqua les horaires, où se trouvaient les produits de nettoyage, comment il aimait que les choses soient organisées. Il parlait comme quelqu'un donnant des instructions lors d'une réunion d'affaires. « Votre chambre sera celle-ci », dit-il en ouvrant la porte d'une pièce au rez-de-chaussée. C'était simple mais confortable, un lit simple, une armoire, un petit bureau près de la fenêtre. La salle de bain est au fond du couloir, à droite. Helena posa sa valise sur le lit. « Puis-je rencontrer Tessa maintenant ?» La question sembla surprendre Holden. Les gens laissaient généralement cela pour plus tard, comme pour garder la partie la plus difficile pour la fin. « Bien sûr, » répondit-il, hésitant. « Elle est dans sa chambre. 2e étage, première porte à gauche. » Mais n'attendez pas grand-chose. Elle ne réagit généralement pas bien aux nouvelles personnes. Helena monta calmement les escaliers. Holden la suivit en gardant ses distances, comme s'il ne voulait pas interférer. Arrivé dans le couloir, il désigna la porte entr'ouverte. « Je vais vous laisser entrer seul. Tessa se sent plus à l'aise quand il n'y a pas trop de monde dans sa chambre. » Helena hocha la tête et s'approcha lentement. Elle frappa doucement à la porte. « Tessa, puis-je entrer ?» Il n'y eut pas de réponse. Helena poussa doucement la porte et entra. La chambre était un monde en soi. Les murs étaient d'un bleu doux et il y avait des poupées partout.
Des dizaines, peut-être plus d'une centaine, disposées sur des étagères, des chaises, de petites tables. Chacune semblait avoir sa place spécifique dans un ordre qui n'avait de sens que pour celle qui l'avait créée. Au centre de la pièce, assise sur le tapis, se trouvait Tessa. Une petite fille aux cheveux bruns et aux traits délicats qui ressemblaient à ceux de son père. Elle portait une simple robe bleue et des chaussettes blanches. Dans ses mains, une poupée aux cheveux foncés qu'elle arrangeait avec soin. Elena ne bougea pas. Elle se tint à la porte, observant. Elle ne parla pas, n'essaya pas de s'approcher. Elle attendit simplement, respectant l'espace de ce petit univers. Tessa continua à jouer comme si Elena n'était pas là, mais quelque chose dans ses yeux, une lueur rapide qui apparut et disparut, montra qu'elle avait remarqué la présence. « Bonjour Tessa », dit finalement Elena, sa voix basse et calme. « Je m'appelle Elena. Je vais travailler ici, dans ta maison. » Tessa ne répondit pas. Elle prit une autre poupée, une en robe rouge, et la plaça à côté de la première. Elena réalisa qu'elle n'ignorait pas sa présence, elle suivait simplement son propre rythme, absorbée dans son monde privé. Il y avait quelque chose de fascinant dans la façon dont Tessa bougeait. Chaque geste était précis, chaque mouvement avait un but. Il n'y avait pas d'action superflue. Elena regarda la fillette disposer les poupées selon des motifs qui semblaient aléatoires, mais qui avaient certainement une signification spéciale pour elle. « Tes poupées sont très belles », commenta Elena, sans attendre de réponse. Contrairement à ce que Holden avait dit, Tessa ne montra aucune gêne face à la nouvelle présence. Elle ne se recula pas, ne lui tourna pas le dos, ne montra aucun signe de détresse. Elle continua son activité, comme si Elena n'était qu'une partie naturelle de l'environnement. Après quelques minutes, Elena quitta la chambre en silence, fermant la porte avec précaution. Holden l'attendait dans le couloir, un air de surprise sur le visage. « Elle ne s'est pas agitée, dit-il, plus comme une constatation qu'une question. »« Non, » répondit Elena. « Et elle semble très concentrée sur ce qu'elle fait. » C'est inhabituel. D'habitude, elle se fâche quand quelqu'un de nouveau entre dans sa chambre. Elena se contenta de sourire. Peut-être qu'elle passe une bonne journée. Ils descendirent les escaliers ensemble. Holden vérifia sa montre. « Je dois aller au bureau. Madame Morrison sera là dans 1 heure pour rester avec Tessa, comme d'habitude. À partir de demain, vous prendrez le relais complètement. » Reste-t-elle toujours dans sa chambre ? demanda Elena. Presque toujours, répondit Holden en prenant sa mallette. Parfois, elle descend pour manger quelque chose, mais elle remonte tout de suite. C'est l'endroit où elle se sent en sécurité. Quand Holden partit, Elena se retrouva seule dans le salon. Elle regarda autour d'elle cette belle maison vide, pensant à la fillette silencieuse à l'étage. Il y avait quelque chose dans cet endroit, une tristesse tranquille, une absence qui allait au-delà de l'espace physique. Elle commença à travailler, nettoyant, organisant, apprenant à connaître chaque recoin de la maison. De temps en temps, elle s'arrêtait et levait les yeux au plafond, imaginant Tessa dans son monde de poupées. Elle n'essaierait pas de forcer une connexion, cela viendrait naturellement, avec le temps. Elena savait que certaines fleurs ne s'ouvrent que lorsqu'elles sentent que c'est sans danger. La maison des Mercé avait besoin de plus qu'un simple nettoyage. Elle avait besoin de vie. Et peut-être, pensa Elena, c'était exactement pour cela qu'elle était là. 1 semaine s'était écoulée depuis l'arrivée d'Elena. La maison des Mercé montrait déjà de petits changements. Les vases avaient des fleurs fraîches, les fenêtres restaient ouvertes plus longtemps, laissant entrer la brise du matin. Holden avait remarqué la différence mais n'avait rien dit. Il s'était contenté d'hocher la tête en signe d'approbation en voyant le nouvel arrangement sur la table de la salle à manger. Elena s'adapta rapidement à la routine. Elle se levait tôt, préparait le petit déjeuner, rangeait la maison. Holden partait travailler à 7h30, toujours formel, toujours à l'heure. Tessa descendait vers 8h, mangeait des céréales ou des toasts, puis retournait dans sa chambre, à ses poupées, à son monde. Les premiers jours, Elena respecta l'espace de la fillette. Elle n'essaya pas de forcer les conversations, n'insista pas pour jouer. Elle était simplement présente, attentive, disponible. Quand elle entrait dans la chambre pour apporter une collation ou faire le lit, elle parlait à Tessa normalement, sans attendre de réponse. « Il fait un temps magnifique dehors, les roses du jardin sont en fleurs ou j'ai mis du jus de pomme et des biscuits sur ta petite table, tu peux les prendre quand tu veux. » Tessa ne répondait pas verbalement, mais Elena remarqua que, peu à peu, la fillette l'observait davantage. Ce n'était pas un regard direct, il venait du coin de l'œil, comme des rayons de soleil perçant à travers les nuages, bref, timide, mais présent. Le jeudi de cette semaine-là,
alors qu'elle rangeait la chambre de Tessa, Elena décida d'essayer quelque chose de différent. La fillette était assise au milieu du tapis, comme toujours, jouant avec 3 poupées qu'elle avait positionnées en demi-cercle. Elle semblait avoir une conversation silencieuse avec elle, bougeant légèrement les lèvres de temps en temps. Elena s'approcha avec précaution, s'agenouillant à une distance respectueuse. Elle ramassa l'un des oreillers qui était tombé du lit, en le remettant en place, dit nonchalamment « Hola, Tessa ». Le mot flotta dans l'air comme une bulle de savon coloré. Elena ne regarda pas directement la fillette, elle continua à arranger les oreillers, lui laissant le temps et l'espace. Après presque une minute de silence, la surprise arriva. « Qu'est-ce que c'est » La voix de Tessa était douce, un peu rauque, comme si elle n'était pas souvent utilisée. Elena se tourna lentement, ne montrant aucun choc, bien que son cœur se soit accéléré à cette réponse inattendue. « C'est « salut » en espagnol », répondit-elle naturellement. Une façon de dire bonjour dans une autre langue. Tessa regarda ses poupées, puis Elena. Ses yeux, d'un brun profond comme ceux de son père, contenaient une curiosité prudente. « Tu connais d'autres mots comme ça ?» La question vint si directement, si clairement, qu'Elena faillit oublier qu'elle parlait à un enfant qui, selon Holden, ne communiquait presque jamais. « Oui », répondit-elle avec un sourire calme. « Je connais beaucoup de mots dans de nombreuses langues différentes. Tu veux apprendre ?» Tessa ne répondit pas immédiatement. Elle regarda la poupée sur ses genoux, une rousse avec une robe verte, comme si elle la consultait. Puis, sans lever les yeux, elle fit un petit signe de tête affirmatif. C'était un oui timide, presque imperceptible, mais il était là. Elena s'assit sur le tapis, en gardant une distance confortable. Elle ne voulait pas envahir l'espace de Tessa ni la faire se sentir sous pression. En anglais, on dit hello, commença Elena avec une prononciation claire et lente. En français, c'est bonjour. En italien, ciao. Tessa écoutait attentivement, ses yeux ne quittant jamais sa poupée. Après un moment, elle répéta doucement « Oh, bonjour, ciao ». Sa prononciation était étonnamment juste, comme si chaque mot était une petite gemme qu'elle examinait avec soin avant de la ranger. « Très bien », dit Elena avec un enthousiasme calme. Et il y a aussi une façon de dire bonjour sans utiliser sa voix. Tessa la regarda enfin, curieuse. Elena leva sa main ouverte près de son visage et l'agita légèrement. En ASL, la langue des signes américaine, on peut dire bonjour comme ça. C'est comme ça que parlent les gens qui ne peuvent pas entendre ou parler. La fillette observa le mouvement attentivement, comme pour mémoriser chaque détail. Puis, tenant toujours sa poupée d'un bras, elle leva son autre main et imita le geste d'Elena, presque parfaitement. C'est à ce moment-là qu'Elena eut une idée. « Tessa, aimerais-tu que tes poupées apprennent aussi à parler dans différentes langues ?» Pour la première fois ce matin-là, une véritable étincelle apparut dans les yeux de la fillette. Ce n'était pas un sourire, son visage restait sérieux, concentré, mais il y avait une nouvelle lumière, une lueur d'intérêt authentique. Tessa regarda les poupées disposées autour d'elle, puis Elena. « Elles peuvent apprendre ?» « Bien sûr qu'elles le peuvent, » répondit Elena. « Nous pouvons enseigner à chacune une langue différente. »« Qu'en dis-tu » Tessa réfléchit un instant, puis, à la surprise d'Elena, tendit la poupée rousse vers elle. « Voici Lily. Elle peut parler anglais. » C'était la première fois que Tessa mentionnait le nom d'une de ses poupées, la première fois qu'elle partageait un morceau de son monde intérieur. « Enchantée de te rencontrer, Lily, » dit Elena en faisant semblant de saluer la poupée. Alors, en anglais, ajouta-t-elle, « Hello Lily, how are you today ?» Tessa ramena la poupée vers elle et la tint près de son oreille, comme si elle l'écoutait parler. Après un moment, elle dit, « Lily va bien. » Elle veut savoir comment on dit merci en anglais. « Thank you » répondit Elena. « Obrigada, merci. »« Thank you » répéta Tessa, puis elle approcha de nouveau la poupée de son oreille. Elle hocha la tête sérieusement, comme si elle recevait des instructions, puis désigna une autre poupée, une aux cheveux noirs et à la robe bleue. « Voici Sophie. Elle veut parler français. » Ainsi commença le jeu qui allait tout changer. Elena lui montra comment dire merci en français, merci, en espagnol, gracia, en italien, grazie, et comment faire le signe pour merci en ASL. Tessa absorba chaque mot, chaque geste avec une concentration impressionnante. Elle ne souriait pas, ne montrait pas d'émotion ouvertement, mais il y avait une vibration différente en elle, comme si un interrupteur avait été actionné. Les jours suivants, le jeu continua et s'étendit. Elena apporta un petit carnet et écrivit les mots pour que Tessa puisse voir comment il s'appelait.
Bien que la fillette ne sache pas encore lire complètement, elle prêtait attention aux formes des lettres, aux différences entre les mots dans chaque langue. « Comment dit-on en espagnol ?» demanda Tessa un après-midi alors qu'elle jouait avec une poupée en robe bleue désignée comme la poupée espagnole. « Aga » répondit Elena. « Ça se prononce agua, avec un G très doux. »« Aga » répéta Tessa, savourant le mot. « Et en français ?»« Oh » dit Elena. « Ça a l'air étrange, n'est-ce pas ? Ça s'écrit mais ça se prononce on. » Tessa fronça les sourcils, intriguée par la disparité entre l'orthographe et la prononciation. Ce genre de curiosité linguistique semblait la fasciner. Peu à peu, le vocabulaire s'enrichit, couleurs, animaux, objets du quotidien. Elena réalisa que Tessa avait une mémoire extraordinaire. Il lui suffisait d'entendre un mot une ou deux fois pour le mémoriser parfaitement. Un matin ensoleillé, alors qu'Elena rangeait la chambre, Tessa la surprit. Elle avait disposé 5 de ses poupées préférées en cercle, pointant chacune d'elles, dit « Voici Lily, elle parle anglais. Voici Sophie, elle parle français. Voici Carmen, elle parle espagnol. Voici Bella, elle parle italien. Et voici Nora, elle parle avec ses mains. » Elena arrêta ce qu'elle faisait, touchée par l'organisation méticuleuse de la fillette. C'était la première fois que Tessa prenait l'initiative de structurer le jeu. « Très bien, Tessa. Te souviens-tu comment chacune d'elles dit bonjour ?» Sans hésiter, la fillette passa d'une poupée à l'autre. « Good morning. Bonjour. Buen dia. Buongiorno. » Arrivée à Nora, la poupée ASL, Tessa fit le signe pour bonjour, touchant son menton avec sa main plate puis la déplaçant vers l'avant, avec une précision qui surprit Elena. « Parfait !» s'exclama Elena, sincèrement impressionnée. Tessa ne sourit pas, les sourires étaient encore rares, mais ses yeux avaient une lueur différente. Il y avait de la fierté, la satisfaction de maîtriser quelque chose, d'être capable. Un après-midi, alors qu'Elena pliait des vêtements sur la commode, Tessa posa une question qui la prit au dépourvu. « Pourquoi connais-tu autant de langues ?» C'était la première question personnelle que la fillette posait. Elena s'assit sur le bord du lit, réfléchissant à la meilleure façon de répondre. « Quand j'étais petite, à peu près de ton âge, ma famille voyageait beaucoup. Mon père travaillait dans le commerce international. Nous avons vécu dans différents pays et j'avais besoin de communiquer avec d'autres enfants, alors j'ai commencé à apprendre. » Tessa absorba l'information en silence, comme elle le faisait avec tout. Après un moment, elle demanda « Tu avais beaucoup d'amis ?» Il y avait quelque chose dans la question, une curiosité qui dépassait les mots, un désir de comprendre ce que c'était que de se connecter avec d'autres personnes. « Quelques-uns » répondit honnêtement Elena. « Pas beaucoup, car nous déménagions souvent. Mais dans chaque endroit, je trouvais quelqu'un avec qui je pouvais parler. Parfois, le simple fait d'essayer de parler leur langue suffisait à les faire s'ouvrir à moi. » Tessa regarda ses poupées éparpillées sur le tapis, chacune représentant une langue, un monde, une possibilité. « Mes poupées sont mes amies, dit-elle à voix basse. Elles comprennent quand je leur parle. »« J'en suis sûre, acquiesça Elena. Et maintenant, elles peuvent te comprendre en plusieurs langues différentes. » À la fin de cette semaine-là, Elena décida d'aller plus loin. Elle apporta de petites étiquettes colorées et suggéra de marquer chaque poupée selon sa langue. Bleu pour le français, rouge pour l'espagnol, vert pour l'anglais, jaune pour l'italien et violet pour l'ASL. Tessa accepta l'idée avec un enthousiasme contenu. Elle plaça soigneusement les autocollants sur le pied de chaque poupée, puis les organisa en groupes par langue. C'était une façon de mettre de l'ordre dans ses nouvelles connaissances, de classer et de catégoriser, ce qui semblait lui apporter un sentiment de sécurité. Le jeu des langues devint partie intégrante de leur routine quotidienne, le matin après le petit déjeuner et l'après-midi avant le goûter. Elena gardait les sessions courtes, toujours attentive au niveau d'énergie de Tessa. Quand elle remarquait des signes de fatigue ou de surcharge, un regard plus distant, des mouvements plus raides, une tendance à se replier, elle mettait gentiment fin à l'activité, sans pression. « Je crois que les poupées sont fatiguées d'avoir tant appris aujourd'hui, » disait-elle naturellement. « Laissons-les se reposer un peu. » Cette sensibilité au rythme de Tessa était cruciale. La fillette ne se sentait jamais pressée, jamais inadéquate. L'apprentissage se faisait à son rythme, à sa manière. Un après-midi particulièrement calme, alors qu'elle s'entraînait avec les couleurs en italien, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Tessa, tenant sa poupée italienne, dit « Rosso c'est rouge, verde c'est vert, bleu c'est bleu ». Puis, regardant directement Elena, un regard rare et intentionnel, elle compléta « Io sono Tessa, tu sais Elena ».
C'était une phrase complète et correcte en italien, je suis Tessa, tu es Elena. Elena sentit une boule se former dans sa gorge. Ce n'était pas seulement le fait que Tessa ait formé une phrase complète dans une autre langue, c'était le contenu de la phrase, l'affirmation de l'identité, la reconnaissance du lien entre elles. Si, io sono Elena, répondit-elle doucement. Et je suis très heureuse d'être ici avec toi. Tessa ne répondit pas avec des mots. Elle continua simplement de regarder Elena pendant quelques secondes de plus, un temps qui, pour elle, semblait immense, avant de reporter son attention sur les poupées. Mais quelque chose avait changé. Une porte avait été ouverte, pas en grand, juste entr'ouverte. Assez pour qu'un rayon de lumière puisse passer, illuminant des possibilités qui semblaient autrefois impossibles. Ce soir-là, en rangeant la cuisine après le dîner, Elena entendit Holden monter pour dire bonne nuit à sa fille, comme il le faisait tous les soirs. C'était généralement un rituel silencieux. Il entrait, l'abordait, lisait parfois une histoire même sans obtenir de réponse, puis partait. Cette fois, cependant, quelque chose de différent se produisit. Elle n'entendit pas clairement, mais il y eut un murmure, un échange de mots. Et quand Holden redescendit, son visage arborait une expression qu'Elena n'avait pas encore vue, surprise, émotion contenue, espoir. Tessa m'a dit Bunanoche, commenta-t-il, debout à la porte de la cuisine, comme s'il ne pouvait toujours pas y croire. En espagnol. Elena sourit en continuant de ranger la vaisselle. Nous avons appris quelques mots dans d'autres langues. Elle n'a jamais fait ça avant, dit Holden, sa voix trahissant l'émotion qu'il essayait de contrôler. Parler spontanément, je veux dire. Surtout le soir, quand elle est fatiguée. Elena hocha simplement la tête, comprenant la signification de ce petit moment. Les langues sont des portes, monsieur Mercé, dit-elle finalement. Et parfois, quand l'une est fermée, une autre peut être ouverte. Holden la regarda longuement, comme s'il la voyait pour la première fois. Merci, dit-il simplement avant de se retirer dans son bureau. Dans sa chambre, seule avec ses poupées, Tessa répétait tranquillement les nouveaux mots qu'elle avait appris, savourant chaque son, chaque signification. Elle se sentait différente. Elle ne pouvait pas nommer ce sentiment, elle n'avait pas encore assez de mots, dans aucune langue, pour cela. Mais c'était bien. C'était comme si, soudainement, son monde était devenu plus grand, plus coloré, plus sûr. Octobre arriva, apportant avec lui un changement subtil dans l'air. Les feuilles des arbres du jardin commençaient à prendre des teintes de rouge et d'or. À l'intérieur de la maison des Mercé, une autre transformation, plus profonde et plus significative, continuait de s'épanouir. Chaque matin, suivant une routine qui s'était établie naturellement, Elena montait vers 8 heures, portant un plateau avec le petit déjeuner de Tessa. La fillette, qui attendait auparavant tranquillement dans sa chambre, était maintenant souvent assise en haut de l'escalier, serrant l'une de ses poupées, généralement Lily, la poupée anglaise, ou Nora, la poupée ASL. « Bonjour, Tessa », disait Elena en la voyant. « Bonjour », répondait la fillette, ses yeux suivant chaque mouvement d'Elena alors qu'elle montait les dernières marches. C'était un rituel simple mais significatif. L'attente en elle-même était un signe de changement. Tessa, qui semblait autrefois indifférente aux allées et venues des gens, anticipait maintenant le moment où elle verrait Elena. Un matin, quelque chose de nouveau se produisit. Quand Elena arriva en haut de l'escalier, Tessa se leva, sans prévenir, lui tendit la main. Un petit geste, mais extraordinaire pour un enfant qui évitait le contact physique. Elena prit la main offerte naturellement, comme si c'était quelque chose qu'elle faisait toujours, et ensemble, elles se dirigèrent vers la chambre. À partir de ce jour, le geste se répéta. Pas toujours, il y avait des jours où Tessa était plus renfermée, plus absorbée dans son monde intérieur, mais assez souvent pour faire partie de leur routine. La petite main de Tessa dans celle d'Elena, un vote de confiance renouvelé chaque matin. « Comment dit-on étoile en italien ?» demanda Tessa un après-midi alors qu'elle disposait ses poupées en cercle sur le sol. « On dit Stella », répondit Elena, qui pliait des vêtements sur la commode. « Stella », répéta Tessa, savourant le mot. « Et en français ?» La fillette fit écho, puis, prenant une poupée en robe argentée qu'elle utilisait rarement dans leur jeu de langue, elle dit « Voici Stella. Elle peut parler toutes les langues des étoiles. » C'était la première fois que Tessa créait un nouveau personnage pour le jeu des langues. Elena sourit, ravie de l'imagination de la fillette. Toutes les langues des étoiles, ça doit faire beaucoup de langues. Tessa hocha la tête sérieusement. Les étoiles sont très vieilles. Elles ont tout vu. Elles connaissent tous les mots. Il y avait quelque chose de poétique dans cette observation, une profondeur surprenante.
Ce n'était pas la première fois qu'Elena remarquait des éclairs d'une intelligence unique chez Tessa, une manière différente et spéciale de voir le monde. « Que penses-tu que les étoiles diraient si elles pouvaient nous parler ?» demanda Elena, s'asseyant par terre près de Tessa, mais pas trop près. Tessa réfléchit un long moment, le visage concentré. Elle dirait, « N'ayez pas peur du noir. Nous sommes là. » La réponse désarma Elena d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. C'était plus qu'une belle phrase, c'était un aperçu du cœur de Tessa, de la façon dont elle voyait le monde, de ses propres peurs et réconforts. « C'est très beau, Tessa. Et très vrai. » La fillette hocha simplement la tête, reportant son attention sur ses poupées. Mais quelque chose avait été partagé entre elles, quelque chose de précieux et de fragile, comme une étoile filante. Le lendemain, après le déjeuner, Tessa fit quelque chose d'inédit. Elle descendit de son propre chef, cherchant Elena, qui était dans la buanderie en train d'organiser le linge. « Elena » appela-t-elle depuis le seuil, sa voix basse mais claire. Elena se tourna, surprise de voir Tessa là, loin de sa chambre, la cherchant délibérément. « Salut Tessa, tu as besoin de quelque chose ?» La fillette secoua la tête, puis dit « Je veux te montrer quelque chose. » C'était une invitation, la première que Tessa faisait spontanément. Elena laissa le linge de côté et suivit la fillette à l'étage, jusqu'à sa chambre. Là, Tessa se dirigea vers une petite boîte en bois sur son étagère, une boîte qu'Elena n'avait jamais ouverte en rangeant, respectant l'intimité de l'enfant. Tessa ouvrit la boîte avec soin et en sortit une poupée différente de toutes les autres. Elle était plus vieille, avec une robe légèrement délavée et des cheveux blonds en désordre. Elle portait des marques d'usure, d'amour, de temps. « Voici Mia » dit Tessa, tenant la poupée avec révérence. C'était celle de maman. Elena sentit une boule se former dans sa gorge. C'était la première fois que Tessa mentionnait sa mère. Holden avait brièvement raconté à Elena le décès de sa femme, quand Tessa n'avait que 2 ans, mais le sujet n'était jamais abordé entre lui et sa fille, du moins pas en présence d'Elena. « Elle est très spéciale » dit doucement Elena. Tessa hocha la tête. Mia ne parle aucune langue. Elle ne fait qu'écouter. Il y avait une sagesse simple dans ses mots, une compréhension intuitive du deuil, du silence qui est parfois nécessaire. Parfois, écouter est la chose la plus importante, acquiesça Elena. Tessa regarda la poupée un instant de plus, puis la tendit à Elena. « Tu peux la tenir. » C'était plus qu'offrir une poupée, c'était partager un souvenir, un lien, une partie d'elle-même que Tessa gardait protégée du monde. Elena accepta Mia avec précaution, honorée de la confiance qui lui était accordée. « Merci de m'avoir montré Mia, » dit Elena. « C'est un honneur de la rencontrer. » Tessa observa Elena tenir la poupée avec respect, sans jugement, sans questions invasives. Après un moment, elle reprit Mia et la replaça soigneusement dans la boîte. « Elle t'a aimé, » dit-elle simplement. Dans les jours qui suivirent, le lien entre Tessa et Elena continua de se renforcer, par petites touches significatives. Tessa commença à chercher Elena lorsqu'elle était excitée par un nouveau mot qu'elle avait appris. Elle se mit à partager ses observations sur le monde, des commentaires brefs, parfois énigmatiques, mais toujours authentiques. « La pluie parle italien aujourd'hui » dit-elle un matin alors qu'elle regardait une légère averse tomber par la fenêtre. « Pourquoi penses-tu cela » demanda Elena, curieuse. « Parce qu'elle est douce et jolie, comme les mots italiens. » C'était le genre de connexion poétique que Tessa faisait souvent, des liens entre les sons, les sensations et les langues qui reflétaient sa manière unique de traiter le monde. Le plus notable, cependant, était la façon dont Tessa cherchait la présence d'Elena. Non pas de manière dépendante ou anxieuse, mais avec une confiance tranquille, un désir sincère d'être proche. Quand Elena s'asseyait dans le salon pour lire pendant son temps libre, Tessa descendait parfois avec un livre ou une poupée et s'asseyait silencieusement à l'autre bout du canapé. Elles ne parlaient pas forcément, elles existaient simplement dans le même espace, à l'aise avec la présence de l'autre. C'était une sorte d'intimité que Tessa n'avait jamais montrée avec personne, à part Holden, et même avec son père, le lien semblait différent. Avec Elena, il y avait une qualité spontanée, un choix actif de rechercher la proximité, non par besoin ou obligation, mais par un désir authentique. Un après-midi, alors qu'Elena organisait des livres sur l'étagère du salon, Tessa la surprit avec une question. « Est-ce que tu vas partir un jour ?» La question, posée d'une voix basse mais claire, fit arrêter à Elena ce qu'elle faisait et se tourner vers la fillette, qui était assise par terre avec ses poupées. « Pourquoi demandes-tu ça, Tessa ?» La fillette haussa les épaules, un geste rare pour elle. « Les gens partent. » Il y avait une sagesse triste dans cette simple observation,
la compréhension précoce d'un enfant qui avait déjà connu la perte. Elena s'assit par terre près de Tessa, mais pas trop près. « J'aime beaucoup être ici avec toi, » répondit-elle honnêtement. « Je n'ai pas l'intention de partir. » Tessa traita l'information en silence, le visage sérieux. Après un moment, elle se leva, se dirigea vers Elena, et dans un geste qu'elle n'avait jamais fait auparavant, posa légèrement sa tête sur son épaule. Ce ne fut qu'un instant, bref, fugace, précieux, avant qu'elle ne retourne à ses poupées. Mais c'était suffisant. Dans ce petit geste se trouvait tout, la confiance, l'affection, la connexion. Un lien réel, construit non pas sur le besoin ou la commodité, mais sur l'acceptation et le respect mutuel. Ce soir-là, en rangeant la cuisine après le dîner, Elena réfléchit à la transformation dont elle avait été témoin chez Tessa au cours de ces mois. Ce n'était pas un changement spectaculaire ou complet. Tessa était toujours une enfant autiste, avec ses particularités et ses défis. Il y avait encore des jours difficiles, des moments de repli, des occasions où le monde semblait trop pour elle. Mais il y avait aussi une nouvelle ouverture, une volonté d'explorer, de se connecter. Avec Elena, Tessa avait trouvé non seulement une professeure de langue, mais quelqu'un qui la voyait vraiment, sans attente ni jugement. Quelqu'un qui comprenait que son silence n'était pas une absence, mais une forme de présence différente. Et dans cet espace sûr, Tessa trouvait, peu à peu, sa propre voix. La réunion de 15 heures fut annulée sans préavis. Holden regarda le créneau vide dans son emploi du temps et hésita. Normalement, il aurait comblé ce temps avec d'autres tâches, d'autres rapports, d'autres appels. Le bureau était son refuge, l'endroit où il savait exactement quoi faire et comment agir. À la maison, les choses étaient différentes, moins contrôlables, plus compliquées. Mais quelque chose le poussa cet après-midi-là. Peut-être les petits commentaires d'Elena sur les progrès de Tessa, peut-être le souvenir de sa fille lui disant « Bunanoche » quelques semaines auparavant, ou peut-être simplement une intuition qu'il manquait quelque chose d'important. « Je pars plus tôt aujourd'hui, Diane », dit-il à son assistante. « Reportez tout ce qui est urgent à demain. » Le trajet de retour ne lui avait jamais semblé aussi court. La circulation, par quelque miracle, était fluide. Le ciel était clair, avec quelques nuages épars, et le soleil d'automne créait des motifs dorés sur le tableau de bord de la voiture. Holden se gara devant la maison à 15h40. C'était étrange de voir sa maison à cette heure de la journée, différente. Les ombres tombaient sous des angles qu'il n'avait pas l'habitude de voir, révélant des détails qui passaient généralement inaperçus. Le petit nid d'oiseau dans le coin de l'avant-toit, les couleurs variées des fleurs du jardin, la texture de la porte en bois. Il entra doucement, sans annoncer son arrivée. La maison était calme, mais pas de ce silence pesant qu'il avait l'habitude de trouver. Il y avait quelque chose de différent dans l'air, une énergie, une présence qui allait au-delà du physique. De l'escalier venait un son doux, des voix. L'une plus grave, adulte, l'autre aiguë, enfantine. Toutes deux parlaient en français. Holden monta les marches lentement, suivant les voix jusqu'à la chambre de Tessa. La porte était entr'ouverte, et il se tint là, observant sans être vu. Ce dont il fut témoin le laissa sans voix. Au milieu de la pièce, assise sur le tapis, se trouvaient Elena et Tessa. Entre elles, 5 poupées formaient un cercle parfait. Chaque poupée avait un petit autocollant de couleur sur son pied, et Tessa les pointait une par une, disant quelque chose dans différentes langues. « Bonjour, je m'appelle Sophie », dit-elle en tenant la poupée à la robe bleue. Sa prononciation était claire, précise. « Très bien », répondit Elena avec un sourire encourageant. « Et comment Sophie demande-t-elle comment vas-tu ? » « Comment ça va ?» répondit Tessa sans hésiter. « Parfait. Et maintenant, que dirait Carmen ?» Tessa prit une autre poupée, une avec une robe rouge. « Hola, me llamo Carmen. Como está ?» Elena applaudit doucement. « Excellent. Et Bella ? » « Ciao, mi chiamo Bella. Comme ste ?» La séquence se poursuivit. Tessa passa à la poupée en robe verte, parlant en anglais, puis à la dernière, faisant des gestes précis avec ses mains. L'ASL, réalisa Holden, stupéfait. Mais ce n'était pas seulement la maîtrise des langues qui l'impressionnait. C'était Tessa. Sa fille, qui parlait si rarement, qui évitait le contact visuel, qui semblait toujours distante, était pleinement présente à cet instant. Ses yeux brillaient de concentration, serait-ce possible, de plaisir ? Il y avait une légèreté dans ses mouvements, une fluidité qu'il n'avait jamais vue auparavant. Et puis, c'est arrivé. Tessa rit. C'était un son bref, presque contenu, mais indéniablement un rire. Elena avait fait un commentaire sur l'une des poupées ayant un accent amusant,
Et Tessa avait répondu par ce petit rire cristallin que Holden n'avait pas entendu depuis des années. Le son frappa Holden comme une vague, le faisant s'appuyer contre le cadre de la porte. Une émotion intense, presque douloureuse, monta de sa poitrine à sa gorge. C'est alors qu'Helena le vit. « Monsieur Mercé » dit-elle, surprise. « Nous ne vous avons pas entendu entrer. » Tessa se tourna rapidement, son corps se tendant instantanément, son visage reprenant son expression neutre habituelle. Mais il y avait quelque chose de différent malgré tout, un vestige de cette lumière que Holden avait entrevue quelques secondes auparavant. « Papa » dit-elle simplement. « Salut, ma chérie » répondit Holden, la voix un peu rauque. « Désolé d'interrompre, ma réunion a été annulée. » Helena commença à se lever. « Nous étions juste en train de pratiquer les langues » compléta Holden en entrant lentement dans la pièce. « J'ai vu. C'était impressionnant. » Helena sourit, se relaxant un peu. Tessa a un don incroyable pour les langues. Une mémoire extraordinaire et une prononciation parfaite. Holden regarda sa fille, qui avait reporté son attention sur les poupées, les arrangeant en une ligne précise. « Je ne savais pas ça, » dit-il, plus pour lui-même que pour Helena. Il y eut un moment de silence, seulement le son doux des poupées arrangées par Tessa remplissant la pièce. « Eh bien, je vais vous laisser, » dit finalement Helena. « J'ai quelques petites choses à finir dans la cuisine. » Quand elle partit, Holden s'assit par terre près de Tessa, mais en gardant une distance respectueuse. Il regarda sa fille disposer les poupées, chacune à sa place exacte. « Tu aimes apprendre différentes langues ?» demanda-t-il, essayant de garder sa voix décontractée. Tessa ne répondit pas immédiatement. Quand elle eut fini d'aligner la dernière poupée, elle dit, sans le regarder, « Oui. Chaque langue a un son différent. Comme des chansons différentes. » C'était la phrase la plus longue que Holden avait entendue de sa part depuis longtemps. Et ce n'était pas seulement le nombre de mots, mais la qualité, l'articulation claire, la pensée complète, la métaphore surprenante. « C'est très intéressant, Tessa, » dit-il, sincèrement émerveillé. « Quelle est ta langue préférée ?» Tessa réfléchit un moment. L'italien pour les jours heureux. Le français pour les jours de pluie. L'ASL pour quand je ne veux pas faire de bruit. Holden sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Comment n'avait-il jamais remarqué cette profondeur chez sa fille, cette sensibilité, cette compréhension du monde? Et pour parler à papa? Demanda-t-il, essayant de garder sa voix stable. Tessa le regarda enfin, brièvement. Toutes. Un peu de chaque. Le reste de l'après-midi se passa tranquillement. Holden n'essaya pas de forcer plus de conversation, il resta simplement dans la pièce, regardant parfois Tessa jouer, regardant parfois par la fenêtre, absorbant la réalité de ce qu'il avait vu. Alors que le soleil commençait à se coucher, il descendit à la cuisine. Helena préparait le dîner, coupant des légumes avec précision. Elle n'a jamais communiqué comme ça, dit Holden sans préambule, s'appuyant contre le comptoir de la cuisine. J'ai essayé des tuteurs privés, des spécialistes du développement de l'enfant, des thérapeutes. Elle ne s'ouvrait pas. Helena continua de couper les légumes un instant, pensive. Elle n'avait pas besoin de quelqu'un pour lui enseigner, répondit-elle finalement avec sérénité. Elle avait besoin de quelqu'un pour être avec elle. À son propre rythme. La simplicité de la réponse frappa Holden comme une vérité évidente qu'il n'avait jamais vue. « Comment le saviez-vous » demanda-t-il, avec une vulnérabilité rare dans sa voix. Helena posa le couteau sur la planche à découper et le regarda. « Je ne le savais pas. J'ai juste observé. J'ai écouté. Non pas dans l'attente qu'elle soit d'une manière ou d'une autre, mais en l'acceptant exactement comme elle est. » Holden absorba les mots, les sentant résonner avec quelque chose de profond en lui, une connaissance intuitive qui avait été étouffée par des années d'inquiétude, d'attente frustrée et de peur. « Le premier jour où j'ai rencontré Tessa, » continua Helena, « j'ai remarqué comment elle organisait ses poupées. Il y avait une logique, un motif. J'ai réalisé qu'elle n'était pas absente, elle traitait simplement le monde d'une manière différente. Plus tard, quand j'ai découvert sa réceptivité aux mots dans d'autres langues, c'était comme trouver une porte qui était déjà là, attendant d'être ouverte. J'aurais dû le voir, dit Holden en passant une main dans ses cheveux dans un geste de frustration. Je suis son père. J'aurais dû le remarquer. Parfois, nous sommes trop proches pour voir clairement, répondit Helena, sans jugement dans sa voix. Et vous faisiez face à votre propre douleur aussi. La mention indirecte du décès de sa femme fit détourner le regard à Holden. C'était vrai.
Après avoir perdu Charlotte, il s'était refermé, se réfugiant dans le travail, la routine, les certitudes prévisibles de sa vie professionnelle. Sans s'en rendre compte, il s'était éloigné émotionnellement, non seulement de Tessa, mais de lui-même. « Elle est là-dedans », dit doucement Elena. Entière, brillante, sensible. Elle s'exprime juste différemment, voit le monde sous un angle que la plupart d'entre nous n'ont jamais expérimenté. Holden hocha la tête, ressentant un mélange complexe d'émotions, gratitude, espoir et une pointe de tristesse pour le temps perdu. « Merci, dit-il simplement. D'avoir vu ce que je ne pouvais pas voir. » Elena sourit légèrement. « Il n'est pas trop tard, monsieur Mercer. Il n'est jamais trop tard. » Ce soir-là, le dîner fut différent. Holden, Tessa et Elena s'assirent ensemble à table, chose qui arrivait rarement car Tessa mangeait habituellement dans sa chambre. La conversation ne coulait pas comme dans les familles conventionnelles, avec des questions sur la journée et des histoires partagées. Mais il y avait une présence, une connexion silencieuse qui n'existait pas auparavant. À un moment donné, Tessa regarda son assiette et dit « Carotte, Zanahoria, Carota, Caro ». La carotte en 4 langues, observa Holden, impressionné. Tessa hocha la tête, satisfaite d'elle-même. Puis, désignant son verre, elle continua « O, Aga, Aka, Water ». C'était sa façon de participer, d'être présente, de se connecter à travers le langage qu'elle avait découvert. Plus tard, alors qu'Elena faisait la vaisselle et que Tessa était déjà montée dans sa chambre, Holden resta assis à table, perdu dans ses pensées. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit quelque chose de différent grandir en lui, quelque chose qu'il avait oublié, l'espoir. Les jours qui suivirent la découverte de Holden furent marqués par un changement subtil dans la maison des Mercer. L'air semblait plus léger, les murs moins distants, les silences moins lourds. Holden commença à ajuster son emploi du temps, quittant le bureau plus tôt lorsque c'était possible, déléguant certaines responsabilités qu'il avait auparavant considérées comme exclusivement siennes. Sa première tentative de connexion fut maladroite, comme un danseur qui a longtemps oublié les pas. Le samedi matin, il entra dans la chambre de Tessa, portant une petite boîte. « Bonjour, ma chérie. Je t'ai apporté quelque chose. » Tessa, assise par terre avec ses poupées, ne leva pas les yeux. Son corps se tendit légèrement, ses épaules se raidirent, comme pour se protéger de quelque chose. Holden hésita, puis posa la boîte par terre à une distance respectueuse. « Ce sont des cartes avec des mots dans différentes langues. J'ai pensé que tu pourrais aimer. » C'était un jeu de fiches colorées qu'il avait trouvé dans un magasin de jouets éducatifs. Chaque carte avait un mot en anglais, espagnol, français, allemand et italien, avec de petites illustrations. Tessa ne bougea pas pour prendre la boîte. Elle continua d'arranger ses poupées comme si Holden n'était pas là. « Eh bien, je la laisse ici, » dit-il, essayant de cacher la déception dans sa voix. « Si tu veux, nous pourrons les regarder ensemble plus tard. » Il quitta la pièce, se sentant défait. Dans le couloir, il croisa Elena, qui portait des draps propres. « Elle a besoin de temps, » dit doucement Elena. « Les nouvelles routines sont difficiles. » Holden hocha la tête, essayant de comprendre. « Mais elle s'est ouverte à vous si rapidement. »« Chaque relation est différente, » répondit Elena. « Et la relation entre vous deux a sa propre histoire, ses propres couches. Donnez-lui du temps, et donnez-vous du temps. » Les jours suivants, Holden continua d'essayer, non pas de manière intrusive ou désespérée, mais par de petits gestes constants. Il passait quelques minutes dans la chambre de Tessa, parfois simplement assis près de la fenêtre à lire un livre, offrant sa présence sans rien exiger en retour. D'autres fois, il commentait quelque chose à l'extérieur, un oiseau dans le jardin, le ciel particulièrement bleu, la première feuille d'automne qui tombait. Tessa ne répondait pas verbalement, mais Holden commença à remarquer de petits changements. Elle ne s'éloignait plus quand il entrait. Parfois, elle le regardait du coin de l'œil. Une fois, quand il mentionna avoir vu un écureuil dans la cour, elle arrêta brièvement ce qu'elle faisait, signe qu'elle avait entendu, que ces mots avaient pénétré son monde. Un mardi pluvieux, Holden arriva à la maison à 16h, mouillé et un peu agacé par le trafic lent. Il monta pour se changer, en passant devant la chambre de Tessa, vit la porte entr'ouverte. Elle était là, comme toujours, organisant ses poupées. Mais quelque chose attira son attention. La boîte de fiches, auparavant intacte, était ouverte. Les cartes étaient étalées sur le sol, disposées selon un motif qui n'avait de sens que pour elle. Il ne dit rien, observa juste un instant, ressentant une vague d'émotion qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer.
Il y avait de l'espoir, mêlé à un peu de tristesse pour le temps perdu et une touche de peur d'échouer, de ne pas être suffisant, de ne pas savoir comment être le père dont Tessa avait besoin. Le samedi suivant, Holden se leva tôt et prépara le petit déjeuner, chose qu'il faisait rarement. Quand Helena entra dans la cuisine, elle sembla surprise de le trouver au fourneau. « Bonjour, monsieur Mercé. Vous êtes matinal. »« J'ai pensé essayer quelque chose de différent, » répondit-il en retournant une crêpe avec une habileté surprenante. Tessa aimait les crêpes le samedi, quand elle était plus jeune. Helena sourit, sentant l'importance du geste. « Besoin d'aide ? » ?»« Non, merci. Je veux faire ça moi-même. Pourriez-vous appeler Tessa quand ce sera prêt, s'il vous plaît ?» 20 minutes plus tard, la table était mise. Des crêpes dorées, du sirop d'érable, des fruits fraîchement coupés, du jus d'orange. Holden avait même placé un petit vase de fleurs au centre de la table, des marguerites jaunes, simples mais joyeuses. Helena monta chercher Tessa pendant que Holden attendait, aussi nerveux qu'un adolescent avant un premier rendez-vous. Il entendit des pas dans l'escalier, ceux légers de Tessa, ceux plus fermes d'Helena, et prit une profonde inspiration. Tessa s'arrêta à l'entrée de la cuisine, ses yeux balayant rapidement la pièce, enregistrant les changements par rapport à la routine habituelle. Un instant, Holden craignit qu'elle ne fasse demi-tour et ne remonte à l'étage. Au lieu de cela, après quelques secondes, elle se dirigea vers la table et s'assit à sa place habituelle. « Bonjour, Tessa, » dit Holden, essayant de garder sa voix décontractée. « J'ai fait des crêpes. Aimes-tu toujours les crêpes ?» Tessa regarda l'assiette devant elle, puis, sans lever les yeux, dit d'une voix basse « Panquise, crêpes, pancakes, fritelles. » C'était sa façon de dire oui, à travers les langues qui formaient maintenant son pont vers le monde. Holden sourit, sentant une boule dans sa gorge. Exactement. En 4 langues. Le petit déjeuner se passa dans un silence relatif, mais c'était un silence différent, ni lourd ni inconfortable, juste calme. Helena rejoignait occasionnellement la conversation, servant de sorte de facilitatrice naturelle entre le père et la fille. Quand Tessa avait besoin de quelque chose, comme plus de sirop, elle ne le demandait pas directement, mais Helena le remarquait et suggérait « Tessa, peux-tu demander à ton papa ?» En italien, peut-être. Après un moment d'hésitation, Tessa regarda brièvement Holden et dit « Siropo, per favor. »« Prego », répondit Holden, passant le sirop avec un sourire, reconnaissant pour la petite interaction. Après le petit déjeuner, pendant qu'Helena faisait la vaisselle, Holden demanda à Tessa si elle voulait lui montrer les cartes de langue. À sa surprise, elle hocha la tête et monta avec lui, qui la suivait à une distance respectueuse. Dans la chambre, Tessa montra les cartes disposées sur le sol. Holden réalisa qu'elles n'étaient pas aléatoires, elles étaient regroupées par catégories, animaux, couleurs, objets de la maison, aliments. « Tu les as organisées ?» observa-t-il, impressionné. « C'est un système très intelligent. » Tessa ne répondit pas, mais s'assit par terre près des cartes. Après un moment d'hésitation, Holden fit de même, en gardant une distance qu'il savait confortable pour elle. « Quelle est ta catégorie préférée ?» demanda-t-il. Tessa tendit la main et toucha les cartes des animaux. « Tu aimes les animaux ?» Un petit signe de tête affirmatif. « Alors, lequel est ton préféré ?» Tessa réfléchit un moment, puis prit la carte avec l'image d'un papillon. « Papillon, lut Holden. Mariposa, papillon, schmetterling, farfalla. »« Farfalla », répéta Tessa, sa voix presque un murmure. En italien, ça sonne comme des battements d'ailes. L'observation surprit Holden. C'était poétique, sensible, révélant une perception du monde qu'il n'avait jamais imaginée chez sa fille. « Tu as raison, » dit-il, sincèrement impressionné. « Farfalla. Ça sonne vraiment comme des battements d'ailes. » Ils restèrent là, à regarder les cartes, Holden demandant occasionnellement un mot ou un autre, et Tessa répondant brièvement, généralement avec un seul mot ou une courte phrase. Ce n'était pas une conversation fluide ou conventionnelle, mais c'était une connexion, petite, fragile, mais réelle. Les jours se transformèrent en semaines. Octobre avança avec ses matins froids et ses après-midi dorés. Holden maintint sa nouvelle routine, rentrant plus tôt chaque fois que possible, participant à des moments avec Tessa, observant et apprenant. Un après-midi, il trouva Helena et Tessa dans la chambre, pratiquant les langues avec les poupées, exactement comme il l'avait vu ce premier jour révélateur. Il se tint à la porte, ne voulant pas interrompre, observant simplement l'interaction entre elles. « Et comment Nora dirait-elle « Je suis heureuse en ASL » demanda Helena, se référant à la poupée qui représentait la langue des signes.
Tessa fit un geste avec ses mains, les brossant vers le haut contre sa poitrine dans un mouvement circulaire. Le signe pour heureux ou joie. Parfait, loua Elena. Tu apprends si vite. C'est alors que Tessa remarqua Holden à la porte. Il y eut un moment d'hésitation, un bref figement dans sa posture. Puis, à sa surprise, elle prit l'une des poupées, celle à la robe verte, qu'il savait représenter l'anglais, et la lui tendit. « Voici Lily, dit Tessa. Elle parle anglais. Veux-tu la tenir ?» Le geste était simple, mais sa signification était immense. C'était une invitation, une ouverture, une main tendue à travers le gouffre qui s'était formé entre eux au fil des ans. C'était Tessa qui disait, à sa manière, « Tu peux entrer dans mon monde. » Holden sentit ses yeux piquer. Il entra lentement dans la pièce et accepta la poupée avec précaution, comme s'il recevait quelque chose de précieux et de fragile, ce qui, en fait, était le cas. « Bonjour, Lily, dit-il en s'asseyant sur le tapis avec elle. « C'est un plaisir de te rencontrer. » De l'autre côté du cercle, Elena observait discrètement, un petit sourire aux lèvres. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à être témoin de ce moment, non seulement professionnellement, mais humainement. Une reconnexion, un petit miracle quotidien. À partir de ce jour, quelque chose changea définitivement dans la dynamique entre Holden et Tessa. Pas de manière spectaculaire ou soudaine où les vraies transformations le sont rarement, mais de façon constante et significative. Holden commença à participer activement aux sessions de langue. Au début, il était surtout un observateur, tenant une poupée ou retournant une carte quand on le lui demandait. Progressivement, il s'impliqua davantage, apprenant aux côtés de Tessa, faisant parfois des erreurs de prononciation qui poussaient la fillette à le corriger sérieusement. « Ce n'est pas bonjour, papa, c'est bonjour », disait-elle en insistant sur le son correct. Il acceptait les corrections avec humilité, réalisant que ces petits moments d'inversion des rôles, où elle était l'enseignante et lui l'élève, semblaient donner à Tessa une confiance qu'il n'avait jamais vue auparavant. Un soir, alors que Holden lisait un rapport dans son bureau, il entendit frapper légèrement à la porte. C'était Tessa, tenant un livre pour enfants qu'il n'avait pas vu depuis des années. « Tu peux lire » demanda-t-elle, sa voix petite mais claire. Holden sentit une vague d'émotion si intense que, pendant un instant, il ne put répondre. Ce livre, Le Petit Prince, avait été un cadeau de Charlotte, avant sa maladie, avant que tout ne change. Elle le lisait à Tessa tous les soirs. « Bien sûr », répondit-il enfin, posant les papiers. « Allons dans ta chambre ?» Tessa secoua la tête. « Ici. » Elle grimpa sur la chaise supplémentaire du bureau, s'installant avec le livre. Holden comprit qu'elle voulait être dans son espace, une réciprocité à l'invitation qu'elle avait étendue plus tôt. Il commença à lire, sa voix d'abord incertaine, puis gagnant en confiance. Tessa écoutait attentivement, pointant occasionnellement une illustration ou un mot. Quand ils arrivèrent à la fameuse phrase sur le fait de voir avec le cœur, elle dit « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » « Qu'est-ce que ça veut dire » demanda Holden, surpris. « C'est la même phrase en français, » expliqua Tessa. « Le cœur voit mieux que les yeux. » Holden regarda sa fille avec une admiration renouvelée. Il y avait là une sagesse, une profondeur qu'il n'avait jamais réalisée, ou peut-être qu'il ne s'était jamais permis de voir. Les week-ends, ils établirent de nouvelles routines, des crêpes le samedi, de courtes promenades le dimanche, généralement juste dans le jardin ou le parc voisin où Tessa pouvait observer les oiseaux et les insectes. Elena les accompagnait souvent, servant de pont lorsque la communication devenait difficile, suggérant des mots lorsque Tessa semblait chercher un moyen de s'exprimer. Un après-midi, alors qu'il rentrait d'une de ses promenades, Holden commenta à Elena « J'ai toujours pensé qu'elle était limitée d'une certaine manière, que son autisme l'empêchait de comprendre, de ressentir, de se connecter. » Elena regarda Tessa, quelques pas devant, accroupie pour examiner une petite fleur jaune qui poussait entre les fissures du trottoir. « Elle n'est pas limitée, » répondit-elle doucement. « Juste différente. Son cerveau traite le monde d'une manière que la plupart d'entre nous ne comprennent pas. Mais cela ne veut pas dire que c'est moins valide, moins profond ou moins significatif. » Holden hocha la tête, regardant sa fille avec de nouveaux yeux. « Je crois que j'attendais qu'elle s'adapte à mon monde, » dit-il, plus pour lui-même que pour Elena. « Alors que j'aurais dû être celui qui trouvait un chemin vers le sien. »« Il n'est pas trop tard pour ça, » répondit Elena. « Il n'est jamais trop tard pour vraiment connaître quelqu'un qu'on aime. » Cette nuit-là, après que Tessa se fut endormie, Holden resta éveillé, pensant à tout ce qu'il avait découvert ces dernières semaines. Sa fille n'était pas celle qu'il pensait.
Elle était infiniment plus complexe, plus intéressante, plus capable. Le problème n'avait jamais été elle, mais plutôt la lentille à travers laquelle il la regardait. Il pensa à Charlotte, à la façon dont elle avait toujours insisté sur le fait que Tessa avait sa propre lumière, sa propre manière d'être au monde. Elle danse juste au rythme d'une chanson que nous ne pouvons pas entendre, disait-elle. À l'époque, il avait interprété cela comme une manière poétique d'accepter les limitations de sa fille. Maintenant, il réalisait que c'était en fait une profonde sagesse sur la nature unique de Tessa. Pour la première fois depuis des années, il se permit de ressentir complètement la douleur de la perte de Charlotte, la culpabilité de s'être éloigné émotionnellement de Tessa, la peur d'échouer en tant que père. Mais aussi, l'espoir renouvelé, la gratitude pour une seconde chance, l'admiration pour la fille extraordinaire qu'il apprenait enfin à connaître pour de vrai. Le lendemain, en passant devant la chambre de Tessa avant de partir au travail, il s'arrêta un instant de plus que d'habitude. « Passe une bonne journée, ma chérie. » À sa surprise, Tessa leva les yeux vers lui et répondit « Bonne journée, papa. » Un souhait pour une bonne journée en français, suivi du mot papa. Non pas le formel daddy qu'elle utilisait occasionnellement, mais le papa affectueux, chargé d'une intimité qu'il n'avait pas entendue depuis des années. C'est avec ce mot résonnant dans son cœur que Holden partit affronter la journée, sachant que quel que soit le défi professionnel qui l'attendait, rien ne serait aussi important que ce qu'il était en train de construire à la maison, une reconnexion, un pont, un chemin de retour vers le cœur de sa fille. Alors que l'hiver approchait, les jours raccourcissaient et les nuits s'allongeaient. La maison des Mercé, autrefois si silencieuse, semblait maintenant respirer d'une nouvelle vie. Les rires étaient rares, mais ils existaient. Les conversations étaient encore brèves, mais significatives. Et il y avait de la musique, pas seulement celle qui passait occasionnellement à la radio de la cuisine, mais la mélodie plus subtile des 3 habitants de cette maison apprenant à harmoniser leur vie. Tessa continuait de s'épanouir. Son vocabulaire dans diverses langues s'enrichissait quotidiennement, et avec lui, sa confiance. Il y avait encore des moments difficiles, des jours où les sons semblaient trop forts, les couleurs trop intenses, le monde trop complexe. Des jours où elle se retirait dans sa chambre, cherchant le confort familier de ses poupées et de ses routines. Mais même dans ces moments, il y avait une différence. Elle était maintenant capable de communiquer quand elle avait besoin d'espace, quand les choses devenaient trop lourdes. Troppo, disait-elle en italien. Trop. Et Holden et Elena respectaient cela, se retirant, lui laissant le temps dont elle avait besoin pour traiter, pour se rééquilibrer. Un vendredi soir particulièrement froid, après que Tessa se fut endormie, Holden trouva Elena dans le salon. Elle était assise près de la fenêtre, un livre ouvert sur ses genoux, regardant les premiers flocons de la saison tomber doucement dehors. « Un verre de vin » proposa-t-il, tenant 2 verres. Elena parut momentanément surprise par l'invitation, mais sourit et hocha la tête. « Merci. » Holden s'assit dans le fauteuil d'en face, lui tendant l'un des verres. Un instant, ils profitèrent simplement du silence confortable qui s'était installé entre eux. Non plus le silence tendu des premiers mois, mais quelque chose de plus calme, de plus familier. « Tessa m'a demandé aujourd'hui comment on dit nuage de neige en japonais, commenta Holden avec un petit sourire. Elena haussa les sourcils. « Japonais ? C'est nouveau. Qu'avez-vous dit ? » « Que je n'en avais aucune idée, rit Holden, et que peut-être vous le sauriez. »« Yuki no Kumo, » répondit Elena après un moment de réflexion. « Bien que mon japonais soit assez rouillé. » Holden l'observa avec curiosité. « Combien de langues parlez-vous, au juste ?» Elena prit une petite gorgée de vin avant de répondre. « Couramment, 6, espagnol, anglais, français, italien, portugais et allemand. J'ai des connaissances de base en japonais, russe et arabe. Et un peu d'as, bien sûr. » « Impressionnant, » dit Holden, sincèrement émerveillé. « J'ai toujours eu du mal avec les langues. J'ai fait 3 ans de français au lycée et je peux à peine demander mon chemin. » Elena sourit. « C'est une question de pratique et de nécessité. » « Comment en avez-vous appris autant ?» La question resta en suspens un moment. Elena regarda la neige dehors, comme si elle cherchait les mots dans les formes blanches qui dansaient contre le ciel sombre. « J'ai eu une éducation privilégiée, dit-elle finalement. Ma famille avait des ressources. » Il y avait quelque chose dans son ton, une légèreté étudiée qui ne correspondait pas au poids des mots, qui piqua la curiosité de Holden. Elena hocha la tête, regardant toujours par la fenêtre. « Nous avons tout perdu quand j'avais 15 ans. Mon père a fait de mauvais investissements, a fait confiance aux mauvaises personnes. En 6 mois,
Nous sommes passés d'un manoir de 6 chambres à un appartement d'une chambre dans un quartier pas terrible. Holden ne s'attendait pas à une révélation aussi directe. Je suis désolé. Ne le soyez pas, répondit Elena, se tournant enfin vers lui. Il n'y avait aucun apitoiement dans ses yeux, juste une clarté tranquille. C'est la meilleure chose qui aurait pu m'arriver. Comment ça? Elena posa son verre sur la table d'appoint, rassemblant ses pensées. Avant ça, j'étais une adolescente gâtée, surprotégée, déconnectée de la réalité. J'avais des tuteurs privés pour la musique, l'art, les langues. Des choses que je tenais pour acquises, que je ne réalisais même pas être des privilèges. Elle marqua une pause, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres au souvenir. Quand nous avons tout perdu, c'était comme si un ouragan était passé dans nos vies. Soudain, plus de chauffeurs pour m'emmener à l'école, plus de vêtements de marque, plus de voyages internationaux. Mon père est tombé en dépression. Ma mère, qui n'avait jamais travaillé, a trouvé un emploi de secrétaire. Ça a dû être dur, commenta Holden, essayant d'imaginer une jeune Elena confrontée à un tel bouleversement. Ça l'a été, Les premiers mois ont été terribles. J'étais en colère, confuse, pleine de ressentiment. J'avais l'impression que mon avenir, mon identité, m'avait été volée. Elle regarda de nouveau la neige, qui tombait maintenant plus fort. Puis un jour, j'aidai ma mère à déballer les quelques affaires que nous avions emportées dans le nouvel appartement. J'ai trouvé un vieux cahier où je notais des phrases dans différentes langues. J'ai commencé à le feuilleter et j'ai réalisé quelque chose. Ces mots, cette connaissance, personne ne pouvait me les enlever. La maison était partie, l'argent était parti, même certains amis avaient disparu. Mais ce que j'avais appris, ça, c'était resté. Holden hocha la tête, comprenant. Lui-même avait trouvé refuge dans la connaissance après avoir perdu Charlotte, bien que d'une manière différente, plus comme une évasion que comme une force. C'est là que j'ai commencé à prendre les langues vraiment au sérieux, continua Elena. Non plus comme un passe-temps de fille riche, mais comme quelque chose qui pouvait me définir, me soutenir. J'ai obtenu une bourse pour finir le lycée, puis l'université. Je donnais des cours particuliers pour aider à la maison. J'ai utilisé ce que je savais pour construire quelque chose de nouveau. Et vos parents? Demanda Holden. Mon père ne s'est jamais complètement remis. Il est décédé il y a 5 ans d'une crise cardiaque. Ma mère vit dans une petite ville du nord de l'État avec ma tante. Elles vont bien, tout bien considéré. Holden nota comment Elena parlait de son histoire sans drame ni complaisance. Il y avait là une force tranquille, une acceptation qu'il admirait. Je crois que je comprends pourquoi vous êtes connecté si facilement, dit-il après un moment. Vous valorisez vraiment la connaissance, non pas comme un statut ou un outil, mais comme quelque chose d'essentiel. Elena sourit, surprise par l'observation perspicace. Je n'y avais jamais pensé comme ça, mais je crois que vous avez raison. Quand on perd tout ce qui est extérieur, on commence à valoriser ce qui est intérieur, ce que personne ne peut vous enlever. Ils se turent un moment, regardant la neige qui couvrait maintenant le jardin d'une couverture blanche et immaculée. Comment avez-vous géré tout ça? Demanda finalement Holden. La perte, le changement. On dirait que vous êtes sorti de l'expérience plus forte, pas plus amère. Elena réfléchit un instant avant de répondre. Au début, c'était difficile de ne pas être amère. Pas pour la perte matérielle en soi, mais pour le sentiment que l'avenir que j'avais imaginé m'avait été volé. Il m'a fallu un certain temps pour réaliser que cet avenir n'avait jamais été vraiment le mien. Ce n'était qu'une possibilité, pas une garantie. Elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Ce qui me restait, c'était ce que personne ne pouvait m'enlever, ce que je savais et qui je choisissais d'être. La simplicité et la profondeur de la phrase frappèrent Holden. Il y avait là une sagesse qui résonnait avec son propre parcours, la lutte pour se redéfinir après la perte, pour trouver un sens lorsque la carte de la vie est soudainement déchirée et redessinée. Qui vous choisissiez d'être, répéta-t-il, presque pour lui-même. Chaque jour est un choix, continua Elena. Je peux choisir de voir ce que j'ai perdu ou ce que j'ai gagné. Je peux pleurer la vie que j'aurais pu avoir ou embrasser celle que j'ai. Au final, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous y répondons. Holden pensa à sa propre réponse à la perte de Charlotte. Le retrait, la plongée dans le travail, la distance émotionnelle avec Tessa. Il avait choisi la sécurité de l'absence, le contrôle de la distance. Ce n'est que maintenant qu'il commençait à retrouver son chemin. Vous êtes une femme remarquable, Elena Marlowe, dit-il finalement en levant son verre dans un petit toast. Elle sourit,
une légère rougeur colorant ses joues. Juste quelqu'un qui a appris quelques dures leçons très tôt dans la vie. Ils continuèrent à parler alors que la neige tombait dehors, formant une couverture silencieuse sur le monde. Ils parlèrent de livres, de musique, d'endroits qu'ils aimeraient visiter. Holden lui raconta un peu son travail, les défis de concilier ses responsabilités professionnelles avec sa nouvelle détermination à être plus présent pour Tessa. C'était la première fois qu'ils parlaient ainsi, non pas comme employeur et employé, mais comme deux personnes partageant des histoires, découvrant des terrains d'entente, construisant un pont de compréhension mutuelle. Quand l'horloge du salon sonna 23 heures, Elena se leva, ramassant son verre vide. Il se fait tard. Nous avons une journée chargée demain. Holden hocha la tête, se levant également. Merci pour la conversation. Et d'avoir partagé votre histoire. Merci de m'avoir écouté, répondit-elle avec un sourire sincère. Alors qu'il montait vérifier Tessa avant de se coucher, Holden réfléchit à ce qu'il avait appris. L'histoire d'Elena l'avait touché, non seulement pour le courage et la résilience qu'elle montrait, mais pour le parallèle avec sa propre situation. Tous deux avaient fait face à des pertes profondes, des changements radicaux. La différence résidait dans la réponse. Les mots d'Elena résonnaient dans son esprit. Qui avait-il choisi d'être après avoir perdu Charlotte? Quel choix faisait-il maintenant, chaque jour, concernant Tessa, lui-même, l'avenir? Il s'arrêta à la porte de la chambre de sa fille, la regardant dormir paisiblement, entourée de ses poupées. Il y avait tant à apprendre, tant à redécouvrir. Et peut-être, pensa-t-il, il n'était jamais trop tard pour choisir d'être quelqu'un de meilleur, de plus présent, de plus courageux. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant le monde de possibilités nouvelles et inexplorées. Les derniers jours de décembre apportèrent non seulement la neige qui s'accumulait sur les rebords des fenêtres, mais aussi une transformation subtile et profonde au sein de la maison des Mercé. Comme une fleur qui, après un long hiver, trouve enfin la chaleur nécessaire pour ouvrir ses pétales, Tessa commença à se révéler de manières qui surprirent à la fois Holden et Elena. Un matin particulièrement ensoleillé, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner, Tessa observait les oiseaux qui affluaient vers la mangeoire que Holden avait installée dans le jardin. Soudain, sans prévenir, elle dit « Los pájaros tienen hambre. They are looking for food. Cercano cibo ». La phrase, qui combinait l'espagnol, l'anglais et l'italien dans un mélange qui avait un sens parfait pour elle, prit Holden par surprise. Il jeta un coup d'œil à Elena, qui sourit doucement, ne montrant aucun signe d'alarme. « Oui, ils ont faim », répondit Holden, suivant le flux naturel de la conversation. L'hiver rend difficile pour eux de trouver de la nourriture. « Voglio aiutarli », dit Tessa. « Je veux les aider en italien. » Puis, regardant directement son père, elle ajouta en anglais « Can I feed them ?» « Bien sûr », répondit Holden, adoptant la langue que sa fille avait choisie. « Nous le ferons ensemble après le petit déjeuner. » Un petit sourire apparut sur le visage de Tessa, encore rare, encore contenu, mais authentique. Il y avait autre chose là, quelque chose au-delà des mots. Il y avait du plaisir. Plaisir dans la connexion, dans la communication, dans la capacité d'exprimer un désir et d'être comprise. Ces petites interactions commencèrent à devenir plus fréquentes, de petits miracles quotidiens qui illuminaient les journées. Tessa préférait encore le silence la plupart du temps, avait encore besoin de son espace et de ses routines. Mais maintenant, il y avait des fenêtres qui s'ouvraient, des moments où elle choisissait de se connecter, utilisant les multiples langues comme des ponts vers le monde extérieur. Un après-midi, alors qu'Elena l'aidait avec un nouveau puzzle, Tessa dit soudain « J'aime quand tu souris ». Elena, surprise par la déclaration en français, répondit « Tu parles bien le français ». Tessa réfléchit un instant, puis dit « J'aime les mots. Ils ont, comment dit-on, des formes différentes dans ta bouche ». C'était la phrase la plus longue et la plus complexe qu'Elena l'avait jamais entendue dire en anglais, non seulement pour sa structure, mais pour son contenu, une réflexion sur le langage lui-même, une métacognition qui révélait la profondeur de l'esprit de Tessa. Texture, suggéra Elena. Les mots ont des textures différentes. Oui, texture. Tessa testa le mot, le savourant. L'italien est doux. Le français est rond. L'espagnol est rapide. Elle marqua une pause. L'anglais est pointu. Elena rit, ravie de la description parfaite. Et le portugais? Tessa réfléchit, le visage sérieux en pleine concentration. Le portugais, c'est comme danser. C'était précisément cela, une description que peu de linguistes adultes pourraient formuler de manière aussi succincte, capturant l'essence musicale et fluide de la langue.
C'est une observation brillante, Tessa, dit Elena, sincèrement impressionnée. La fillette ne répondit pas verbalement, mais ses yeux brillèrent de reconnaissance, de la satisfaction d'être comprise. À une autre occasion, pendant le dîner, Holden parla d'une réunion difficile au travail. Il expliquait un problème complexe quand il remarqua que Tessa l'observait attentivement. « Tu es contrarié », dit-elle, le surprenant par son observation émotionnelle. « Un peu », admit Holden. « C'était une journée difficile. » Tessa réfléchit un moment, puis dit « Cuando estoy triste, Elena me enseña palabra bonita. » Holden regarda Elena, qui traduisit doucement « Quand je suis triste, Elena m'apprend de beaux mots. » C'est vrai, confirma Elena avec un sourire. Nos beaux mots aident à chasser la tristesse. Tessa se leva de sa chaise, alla au tiroir de la cuisine où Elena gardait les cartes de langue et revint avec une. Elle la tendit à Holden. Esperanza, lut-elle en pointant le mot espagnol. Hope, continua-t-elle, indiquant l'équivalent anglais. Espoir, speranza, hoffnung. L'espoir en 5 langues, offert comme un cadeau, comme un baume. Holden sentit une boule dans sa gorge. Merci, Tessa. Ce sont de très beaux mots. La transformation de Tessa allait au-delà des mots qui coulaient maintenant plus librement. Il y avait une nouvelle qualité dans sa présence, une étincelle dans ses yeux, une légèreté dans ses mouvements. De petits rires qui s'échappaient occasionnellement quand Elena racontait une histoire drôle ou quand l'une des poupées disait quelque chose d'amusant dans leur jeu de langue. Un samedi matin, Holden la trouva dans le jardin, agenouillée dans la neige, touchant les cristaux de glace qui s'étaient formés sur les feuilles d'un buisson. « Diamant froid », dit-elle en levant les yeux vers lui. « C'est une description parfaite », répondit Holden en s'accroupissant à côté d'elle. La neige parle en chuchotant, continua Tessa, le surprenant par la métaphore poétique. Il faut être très silencieux pour l'entendre. Holden se tut, écoutant le léger craquement des flocons qui tombaient encore. Tessa avait raison. Il y avait un langage là, subtil, presque imperceptible, qui ne pouvait être entendu que par ceux qui prêtaient vraiment attention. À ce moment-là, en regardant sa fille, son visage serein, ses yeux brillants, ses petites mains explorant le monde avec curiosité, Holden ressentit une émotion si profonde qu'il pouvait à peine respirer. Tessa était si vivante, si présente, si elle-même. « Tu es extraordinaire », dit-il, les mots s'échappant avant qu'il ne puisse les retenir. Tessa le regarda, une faible expression de surprise sur son visage. « Je suis juste moi », répondit-elle simplement, avant de reporter son attention sur la neige. Mais c'était exactement ce qui la rendait extraordinaire aux yeux de Holden. Le fait que, finalement, après si longtemps, elle était simplement elle-même, sans masque, sans mur, sans le besoin constant de se cacher ou de s'adapter. Dans sa propre maison, Tessa se sentait enfin en sécurité pour être qui elle était. Entendue, respectée, accueillie par les siens. Le soir, salon, en train d'organiser du matériel pour le lendemain. Elle s'épanouit vraiment, commenta-t-il, encore émerveillé par ce qu'il avait vu dans le jardin. C'est incroyable, n'est-ce pas, acquiesça Elena, les yeux brillants. La façon dont elle combine les langues maintenant. Ce n'est pas de la confusion, c'est de la créativité. C'est comme si elle avait créé son propre dialecte. Et ce n'est pas seulement la langue, dit Holden. C'est toute son attitude. Plus ouverte, plus connectée. Elena hocha la tête. Elle se sent en sécurité maintenant. Comprise. Grâce à vous, dit Holden. Grâce à nous, corrigea Elena. Vous avez été un père merveilleux, Holden. L'effort que vous avez fait, la façon dont vous avez appris à communiquer avec elle, ça a fait toute la différence. Holden sourit, reconnaissant pour la reconnaissance. Il y eut un moment de silence confortable entre eux. J'ai remarqué que vous avez reçu cet appel aujourd'hui, commenta-t-il finalement, se référant à un appel téléphonique qu'Elena avait pris plus tôt. Ça avait l'air important. Elena hésita avant de répondre. C'était l'Institut de langue Jefferson. Il cherche un professeur de langue pour le prochain semestre. Oh, dit Holden, sentant un serrement inattendu dans sa poitrine. C'est une excellente opportunité. Oui, acquiesça Elena, le regard lointain. Ce serait à plein temps, avec des avantages sociaux, un bon salaire. Holden essaya de garder sa voix décontractée, ignorant l'anxiété soudaine qu'il ressentait. Allez-vous l'accepter ? Je ne sais pas, répondit-elle honnêtement. J'ai demandé quelques jours pour réfléchir. Holden hocha la tête, essayant de traiter l'idée qu'Elena quitte leur vie. La pensée était plus dérangeante qu'il ne l'attendait. Vous êtes brillante, Elena,
dit-il finalement, essayant de paraître rationnel, adulte. Peut-être que cette maison n'est pas suffisante pour votre talent. Vous méritez une opportunité comme celle-là. Les mots sortirent forcés, presque répétés, comme s'il essayait de se convaincre autant qu'elle. C'est alors qu'ils l'entendirent. Un petit bruit dans l'escalier. Ils se tournèrent tous les deux pour voir Tessa, debout, toujours dans son pyjama en flanelle, serrant l'une de ses poupées. Ses yeux étaient grands ouverts, fixés sur eux, et son corps semblait tendu, alerte. « Tessa, » dit Holden, surpris. « Qu'est-ce que tu fais debout, ma chérie? As-tu fait un cauchemar ?» Tessa ne répondit pas à la question. Au lieu de cela, elle se dirigea vers eux, ses pas déterminés, ses yeux ne quittant jamais le visage de son père. Elle s'arrêta devant lui, son petit corps droit, les épaules en arrière, une posture que Holden n'avait jamais vue chez elle auparavant. « Si elle part, » commença-t-elle, sa voix claire et ferme, sans aucune hésitation, « je ne te parlerai plus. » La phrase frappa Holden comme un choc électrique. Ce n'était pas seulement le contenu, une déclaration d'intention claire, une ligne tracée dans le sable, mais la manière, directe, émotionnelle, résolue. Il n'y avait pas de confusion de langue, pas de métaphore ou d'analogie, juste une vérité brute exprimée avec une fermeté qu'il n'avait jamais imaginée chez sa fille timide et renfermée. « Tessa » commença-t-il, ne sachant comment répondre. Mais la fillette n'avait pas fini. Elle regarda Helena, puis de nouveau son père. « Elle me comprend, » dit-elle, les mots sortant avec une intensité palpable. « Elle m'écoute pour de vrai. » Holden sentit ses yeux piquer. La simplicité des mots portait une accusation implicite qui le frappa profondément. Pendant des années, il n'avait pas vraiment écouté, n'avait pas vraiment compris sa fille, pas de la manière dont elle en avait besoin. Helena se leva et s'approcha de Tessa, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Tessa, ne t'inquiète pas, » dit-elle doucement. « Je n'ai pris aucune décision. Et même si je décidais de prendre le poste, nous pourrions toujours nous voir. Je n'irai pas loin. » Mais Tessa secoua la tête, refusant la consolation. « Ce ne serait pas pareil, » dit-elle, sa voix baissant légèrement mais restant ferme. « Tu appartiens ici. Avec nous. » La simple déclaration contenait un monde de sens. Ce n'était pas un caprice d'enfant ou une manipulation émotionnelle. C'était une vérité profondément ressentie, exprimée avec une clarté surprenante. Holden regarda sa fille comme s'il la voyait pour la première fois. Elle était là, debout dans son salon, défendant ce en quoi elle croyait, exprimant ses sentiments sans crainte. La transformation était extraordinaire, non pas parce que Tessa était devenue quelqu'un de différent, mais parce qu'elle se permettait enfin d'être pleinement qui elle avait toujours été. Et puis, il comprit. Il ne s'agissait pas de talent ou d'opportunités professionnelles. Il ne s'agissait pas d'enseigner ou d'apprendre des langues. Il s'agissait de présence, d'être vu, entendu, compris. D'amour, dans sa forme la plus pure, la plus fondamentale. « Tu as raison, Tessa », dit-il finalement, la voix étranglée par l'émotion. « Helena appartient ici. Avec nous. » Les yeux de Tessa rencontrèrent les siens, un contact direct, intentionnel, rare. Et il y vit non seulement de la détermination, mais aussi de la vulnérabilité, de la peur, la conscience de ce qui était en jeu. « Je vais lui parler, promis. Nous trouverons une solution, ensemble. » Tessa soutint son regard un instant de plus, comme pour évaluer la sincérité de sa promesse. Puis, apparemment satisfaite, elle hocha légèrement la tête. « Je veux qu'elle reste, » dit-elle en français. Puis, sans un mot de plus, elle se tourna et monta les escaliers, laissant les adultes dans un silence lourd de sens. Le lendemain matin, après une nuit de réflexion, Holden demanda à Helena de le rejoindre dans son bureau. Elle entra avec une expression sereine, mais il remarqua la tension subtile dans ses épaules. « J'ai passé la nuit à penser à l'Institut Jefferson », commença-t-il. « Holden » Il leva une main, lui demandant doucement de le laisser continuer. « C'est une opportunité merveilleuse, et vous méritez toutes les portes qui s'ouvrent à vous. » Il marqua une pause, rassemblant ses pensées. « Mais j'ai une proposition différente à vous faire. » Helena l'observa attentivement, curieuse. « Je voudrais que vous restiez. Non pas comme nounou ou tutrice, mais comme éducatrice officielle de Tessa. » Helena cligna des yeux, surprise. « Éducatrice officielle ? » « Oui. Vous auriez un salaire comparable à ce que l'Institut vous offre, des avantages sociaux et des horaires plus flexibles. » Holden sourit légèrement. « Et vous pourriez continuer le travail que vous faites déjà si brillamment, aider Tessa à développer son potentiel unique. »
Vous m'offrez un poste que vous venez d'inventer, demanda Elena, un mélange d'amusement et d'émotion dans la voix. Je vous offre une reconnaissance formelle de ce que vous êtes déjà pour nous, répondit Holden avec sincérité. Une partie essentielle de notre famille. Le mot resta en suspens entre eux, chargé de sens. Ce n'était pas seulement une offre d'emploi, c'était une invitation à quelque chose de plus profond, de plus permanent. Et l'Institut ? Demanda Elena. Peut-être que nous pouvons trouver un juste milieu. Vous pourriez y donner quelques cours, maintenir votre lien avec le monde universitaire, mais votre objectif principal serait Tessa. Elena regarda par la fenêtre le jardin couvert de neige, où Tessa jouait maintenant, construisant une petite sculpture avec la neige fraîche. Elle est extraordinaire, n'est-ce pas ? Dit-elle doucement. Oui, acquiesça Holden, suivant son regard. Et j'ai failli perdre ça. J'ai failli la perdre. Elena se tourna vers lui, les yeux brillants. J'accepte votre proposition, Holden. À une condition. Laquelle ? Que vous compreniez que je ne suis pas ici pour réparer Tessa. Elle n'a pas besoin d'être réparée. Elle n'en a jamais eu besoin. Holden hocha la tête, comprenant la profondeur de ce qu'Elena disait. Je le sais maintenant. Elle avait juste besoin d'être vue. Vraiment vue. Quand ils annoncèrent la nouvelle à Tessa, sa réaction fut subtile mais révélatrice. Un petit sourire, une lueur dans les yeux, et une simple phrase qui mélangeait, comme à son habitude, différentes langues, Nostra Amica, notre famille, Nuestra Familia. Notre famille en 3 langues différentes. Une simple vérité exprimée à la manière unique de Tessa. Dans les semaines qui suivirent, la maison des Mercé, autrefois si silencieuse et vide, se mit à vibrer d'une nouvelle vie. Ce n'était pas une transformation bruyante ou spectaculaire. Il y avait encore des silences, encore des moments d'introspection, mais c'étaient des silences confortables, choisis, non imposés par la peur ou l'incompréhension. Tessa parlait encore peu, mais ce qu'elle disait, elle le disait avec clarté et intention. Chaque mot semblait maintenant un cadeau conscient, non plus un effort douloureux ou une obligation. Et Holden apprenait, jour après jour, à écouter non seulement ce que sa fille disait, mais comment elle le disait, les rythmes de sa communication, les pauses aussi significatives que les mots. Elena installa un bureau dans la chambre d'amis, où elle planifiait les leçons et recevait occasionnellement des étudiants de l'Institut pour du tutorat. Tessa se joignait souvent à ces sessions, absorbant de nouvelles langues, de nouvelles expressions, élargissant son univers linguistique avec une facilité qui impressionnait tout le monde. Un après-midi de janvier, alors qu'une légère neige tombait dehors, Holden trouva Tessa et Elena dans le salon, riant ensemble en pratiquant une sorte de jeu avec les poupées multilingues. Il s'arrêta à la porte, ne voulant pas interrompre, observant simplement la scène. Tessa était différente. Pas de manière drastique, pas d'une manière qu'un étranger remarquerait, mais profondément, de manière que seule une personne qui la connaissait vraiment pouvait percevoir. Il y avait une confiance subtile dans ses mouvements, une présence plus pleine dans son regard. Elle était enfin chez elle. Pas seulement au sens physique, mais dans son propre être. Quand Tessa le remarqua debout à la porte, elle ne se retira pas comme elle l'aurait fait des mois auparavant. Au lieu de cela, elle leva les yeux et dit, avec son mélange caractéristique de langue, « Viens, papa ». Comme Plewisius. Une simple invitation, offerte sans hésitation. Un pont tendu, un cœur ouvert. Holden sourit et les rejoignit par terre, acceptant la poupée que Tessa lui offrait, Nora, celle qui représentait la langue des signes. C'était parfait, pensa-t-il. Ils apprenaient tous de nouvelles manières de communiquer, de nouvelles langues du cœur. Cette nuit-là, après que Tessa se fut endormie, Holden resta un moment de plus près de son lit, observant son visage serein. Les poupées étaient disposées autour d'elle comme des gardiennes silencieuses de ses rêves. « N'a pas besoin d'être comme tout le monde », disait-elle. Elle a besoin d'être exactement qui elle est. Charlotte avait raison, comme elle l'avait presque toujours eu. Tessa n'avait pas besoin d'être réparée. Elle avait besoin d'être vue. Et c'est dans le doux silence d'Elena qu'elle avait trouvé sa voix. Et dans les bras enfin ouverts de Holden, elle avait trouvé le père qu'elle avait toujours attendu. La maison des Mercé, si vide après le départ de Charlotte, si silencieuse pendant les années de deuil et de distance, respirait à nouveau. Les murs, autrefois froids, contenaient maintenant des échos de conversations en plusieurs langues, de rires inattendus, de connexions profondes et vraies. Le père et la fille étaient connectés. Elena restait. Tout était enfin à sa place. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de monde. À la prochaine.